et moi-même par la commission des lois présidée par M. Urvoas pour animer une mission d'information relative à la révision des condamnations pénales. C'est la première fois que simplement 2 députés sont ainsi désignés, un député de la majorité, un député de l'opposition, et par hasard 2 juristes, un magistrat et un avocat. La révision des condamnations pénales, c'est le cœur même d'une démocratie, puisque d'un côté s'oppose le principe fondateur de l'autorité de la chose jugée, et de l'autre côté le principe d'éthique même, qui fait qu'il ne doit pas y avoir d'innocents en prison. Et c'est donc toute l'erreur judiciaire que nous avons à analyser et faire en sorte qu'on puisse y remédier à la base et ensuite lorsque les condamnations sont prononcées. Vous avez été garde des Sceaux, vous connaissez parfaitement toute la difficulté qu'il y a à faire admettre à la justice qu'il puisse y avoir, dans le cadre de la culture du doute, un doute même sur les décisions qui peuvent être prononcées. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque entre 1945 et maintenant, il n'y a eu que 8 décisions pénales réformées, dans des cas où l'on a pratiquement découvert quel était le véritable criminel, et non pas dans des cas où il y avait simplement un doute venu sur un fait nouveau par la suite, dans le cadre de la procédure qui a pu être lancée auprès de la commission de révision. Nous venons de recevoir Maître Saint-Pierre, qui restait là, qui nous a dit que, après l'appel des décisions de cour d'assises qui résultent de la loi de 2000, 90 décisions de réformation ont été prononcées. 90. C'est-à-dire que 90 personnes qui ont été condamnées par des arrêts de cour d'assises ont été acquittées dans l'année suivante, sur une seule année. Et par ailleurs, le taux de personnes acquittées, alors ça c'est après 2002, puisqu'entre 2000 et 2002, il n'y avait pas la possibilité de faire un appel des décisions d'acquittement. Après 2002, le taux de réformation est pratiquement d'une affaire sur 2. Donc de personnes cette fois-ci acquittées qui se retrouvent condamnées. C'est donc dire toute la relativité extrême de la certitude de la condamnation lorsqu'il y a une remise en cause à la suite de faits nouveaux, mais également au moment même où la décision est rendue. Et ça nous interpelle effectivement de manière terrible, parce que c'est une quasi-certitude qu'il y a à partir de ce moment-là un certain nombre d'innocents en prison. La deuxième chose, la Cour de cassation rend chaque année des rapports et chaque année elle nous demande de modifier la loi. Chaque année. Pour l'enregistrement, il faut conserver les preuves, c'est l'élément essentiel. Comment conserver les preuves? Par l'enregistrement audiovisuel, par le maintien des scellés, par la prise en script de ce qui peut être fait, par la motivation des décisions. Et c'est sur tous ces problèmes que nous souhaiterions avoir votre réflexion. Et puis, Georges Fenech, qui a déposé dès 2007 une proposition de loi très intéressante, vous posera sans doute des questions sur le doute. Qu'est-ce que c'est que le doute? Question extraordinaire. Quel doute? Doute raisonnable, doute simple, moindre doute. Et puis, sur la structure même, Madame la Ministre, de la Cour de révision, faut-il ou ne faut-il pas faire appel, en plus des magistrats professionnels, à des jurés? Ça nous a été proposé par Monsieur le Président de la Chambre criminelle, par un certain nombre d'autres personnes comme Maître Le Borgne pour le barreau. En revanche, tout un certain nombre d'autres personnes estiment que cela doit rester au niveau des magistrats
de la Cour de cassation, mais cette fois-ci non pas simplement de la chambre criminelle, mais de chacune des chambres. En particulier, c'est l'une des propositions de Mme Lazerge, à savoir 2 magistrats par chambre, élus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation pour un délai de 3 ans renouvelable, de même que leur président. Vous avez compris à quel point ce sont des questions fondamentales. En fonction des résultats de cette mission d'information, bien, nous serons amenés à déposer une proposition de loi. Et il me semble très intéressant que ce soit les députés eux-mêmes qui prennent à bras-le-corps cette question. Merci, Madame, d'être présente. Je donne la parole maintenant à Georges Fenech. Et guère de choses à ajouter à ce que vient de dire le rapporteur Alain Touret. Je me réjouis, Madame la Ministre, également de votre présence aujourd'hui dans le cadre de cette mission. Vous allez pouvoir nous faire part de votre point de vue, de par votre expérience multiple, notamment en tant qu'ancien garde des Sceaux. Sachez simplement que nous avons parfaitement conscience que nous nous penchons sur une loi fondamentale, au fond. Il y a eu très très peu de réformes et de lois sur la révision des procès criminels. Même si ça reste un cas exceptionnel, on sait que ça pénètre durablement, ça trouble quelquefois durablement l'opinion publique à travers même les siècles. Qui se souvient d'affaire Calas, etc. Donc, nous sommes au cœur d'un dispositif essentiel de notre justice et en même temps qui nourrit la confiance qu'on peut avoir en l'institution judiciaire. C'est pour ça que nous allons certainement proposer d'une main tremblante, peut-être, pas si tremblante que ça d'ailleurs, puisque nous sommes déjà bien avancés dans cette mission avec des idées qui se peaufinent et le consensus qui se dégage sur la nécessité de réformer cette loi de 89. Voilà, donc c'est toutes ces questions qui nous animent et nous sommes très heureux de pouvoir entendre vos observations. Bien, messieurs les députés, messieurs les rapporteurs, merci d'abord de votre accueil. Merci de m'avoir invité en tant que garde des Sceaux, peut-être aussi en tant qu'ancien professeur de droit, à participer à cette réflexion. Je voudrais vous dire que je me réjouis de voir la façon dont vous conduisez ce travail. Trop souvent, nous légiférons, je dis encore nous, dans l'urgence ou sous le coup de l'émotion. Et c'est particulièrement dommageable dans les domaines qui sont ceux de la justice. Or, là, ça n'est pas le cas. C'est effectivement un sujet dont vous, Georges Fenech, vous vous êtes occupé déjà depuis longtemps. Vous le rappeliez, M. Touret, la proposition de loi que Georges Fenech avait déposée date maintenant de 2007. C'est un élément que j'avais vu aussi lorsque je m'étais engagée dans la réforme du Code de procédure pénale, dont 12 000 articles ont déjà été rédigés mot par mot. Et même si nous n'avions pas encore abordé cette partie, certaines avaient néanmoins été abordées. Nous y reviendrons tout à l'heure, en particulier la motivation des décisions de cour d'assises que nous avions retenues en la matière. Je pense donc que c'est une bonne chose de le faire comme cela. À la fois en ayant conscience de la nécessité qui devient urgente, mais également en prenant le temps de le faire. Je me réjouis également de votre souci d'entendre les points de vue de tous. Droite-gauche, vous le représentez l'un et l'autre, et de ce point de vue, ça rappelle effectivement tout à fait la commission que j'avais mise en œuvre à la chancellerie sur le Code de procédure pénale, où j'avais tenu à ce qu'il y ait aussi des parlementaires des différentes composantes de l'Assemblée nationale et du Sénat qui puissent y participer. Avoir également les points de vue de gens qui ont des activités, des relations différentes avec le droit, des avocats, des magistrats. Là aussi, vous le représentez l'un et l'autre, mais également des institutions, la Cour de cassation et des associations, des techniciens et des politiques. Et c'est sans doute à ce titre que je suis là aussi aujourd'hui. Oui, vous avez raison de dire qu'il s'agit d'un sujet éminemment sensible. D'abord éminemment sensible pour les personnes concernées, c'est vrai, et les chiffres que vous rappeliez à l'instant en disant effectivement il y a sans doute des dizaines d'innocents en prison. Peut-être faudrait-il ajouter aussi qu'il y a sans doute peut-être aussi des dizaines de coupables
dans la nature. C'est un problème pour les victimes et c'est un problème pour la société. C'est un sujet éminemment sensible pour la place du droit dans notre société et pour la cohésion de la société. Moi, il y a une chose dont je suis profondément persuadée, c'est que les règles de droit et leur application conditionnent la vie en commun. Vous n'avez pas de vie en commun sans règles de droit, et je pense que leur connaissance et leur acceptation en tant que règle juste par les citoyens, c'est une condition de la démocratie. Cela, d'ailleurs, remonte à la Rome antique. Je vous ferai remarquer, les premières révoltes du peuple ont été pour connaître les règles. C'était quand même cela. Et ça n'a pas changé parce que je pense que c'est effectivement un des fondements de toute société. Alors, la question, pour revenir plus précisément à ça, c'est ça ce qui vous intéresse, je pense, la question que vous soulevez, c'est finalement de savoir si on peut remettre en cause une décision de justice qui conduit à une application injuste de la loi. Alors, injuste pour des tas de raisons, parce qu'on s'est trompé à un moment donné, c'est la révision, ou injuste parce qu'il y a une mauvaise appréciation de ce que doit être la règle juste. Je crois que ça, c'est aussi une préoccupation de tous. Le bien jugé, c'est une préoccupation du législateur, mais également des magistrats. J'ai vu que vous aviez reçu les plus hauts magistrats. C'est une préoccupation aussi, bien entendu, des avocats, bien jugés. Et je pense que c'est d'ailleurs à la fois la grandeur et toute la difficulté qui est celle de cette activité, si je peux dire, pour ne pas le limiter simplement à une profession. Je pense de toute façon que le bien jugé est effectivement le souci à la fois de tout magistrat, mais également de l'institution judiciaire. Et c'est aussi le sens de la procédure pénale. Toute la procédure est faite pour conduire à une décision qui soit effectivement conforme à la réalité et à la justice. Alors, bien entendu, il est évident que, notamment, la procédure de l'instruction doit être revue. Elle n'est certainement pas, dans notre pays, satisfaisante. Et c'est bien ce que je cherchais à mener lorsque j'ai décidé de la réforme du Code de procédure pénale, en regrettant qu'elle n'ait pas abouti, et globalement, parce que c'est l'ensemble qui, à mon avis, doit être revu, probablement pour l'adapter aussi à notre époque. Parce que nous sommes encore, et notamment en matière pénale, c'est très important, dans un système inquisitoire qui ne donne pas forcément la meilleure garantie. Je suis contre le système accusatoire américain, mais je pense, c'est ce que nous cherchions, qu'il faut trouver une juste mesure où on puisse davantage entendre la personne qui a besoin de se défendre ou de faire valoir un certain nombre de ses arguments. Nous avons des procédures qui sont trop longues, nous avons des procédures qui sont encore obscures, nous avons des procédures où il n'y a pas suffisamment d'échanges. De la même façon, le souci d'avoir la décision la plus juste explique que nous ayons des voies de recours et qui sont justement destinées à réformer les erreurs qu'il pouvait y avoir. Et tout ceci, pourquoi ? Parce que bien juger, c'est d'abord une obligation morale pour ceux qui y participent. Vous parliez des jurés tout à l'heure, ça fait aussi partie de cela, parce que je pense que c'est la garantie d'une acceptation de la loi par le citoyen. Et nous sommes dans une période où c'est bien compliqué et où je pense, et je le dis simplement en toute petite parenthèse pour votre proposition de loi, je pense que la façon dont les mots vont être choisis sera très importante. Aujourd'hui, la loi est incompréhensible par tout le monde. Elle est trop compliquée et elle repose trop sur des mots que les gens ne comprennent pas. Or, la démocratie, c'est quand même que les gens sachent quelles règles on leur demande d'appliquer. Nous avons besoin de revoir tout ceci. Et je souhaite beaucoup que les propositions de loi, d'une façon générale, et peut-être la vôtre, soient la démonstration de ce que l'on peut utiliser, un vocabulaire compréhensible par tous pour dire ce que l'on veut dire. Le modèle des codes Napoléon était quand même un exemple qu'aujourd'hui nous devrions suivre. Notre loi est incompréhensible. Quand je parle de la loi, ce serait aussi les règlements. Et quand un jour, d'ailleurs à l'époque j'enseignais encore à l'université, j'ai fait travailler mes étudiants sur une demande d'expertise d'un juge qui demandait une expertise juridique.
c'est quand même bien la preuve qu'il y a un réel problème. Donc, c'était simplement une parenthèse. Je pense qu'il est effectivement nécessaire, si on veut que le citoyen accepte d'appliquer la loi, qu'il comprenne cette loi. Sinon, il faut inverser la proposition. Ça n'est plus nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est nul n'est censé connaître la loi. Et nous n'en sommes pas loin dans notre pays. Enfin, troisième élément, bien juger, c'est aussi ce qui justifie l'autorité de la chose jugée, laquelle est elle-même indispensable à la stabilité juridique sans laquelle un pays ne peut pas avancer. Et là aussi, nous avons bien des soucis actuellement avec des lois, des règles du jeu en quelque sorte qui changent en permanence. Mais vous ne pouvez effectivement dire une décision ne devient définitive que si on est certain que cette décision est conforme non seulement à la loi, mais à la réalité. Et c'est d'ailleurs aussi ce souci de la sécurité juridique qui explique que l'on enferme dans des délais les recours possibles contre des décisions précédentes. Alors, la révision dans ce cadre dont vous vous occupez aujourd'hui, eh bien, elle qui vise à réparer une erreur judiciaire ou à réexaminer une décision parce que notre pays aurait été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, ceci, ça ne peut être qu'exceptionnel. Alors, évidemment, ça pose un problème par rapport aux chiffres que vous évoquiez tout à l'heure. Notamment à la suite de l'appel qu'il peut y avoir sur les cours d'assises. Mais il faut bien faire attention à une chose. La préoccupation de la stabilité du droit doit aussi ne pas être oubliée, parce que sinon, c'est toute la société que vous remettez en cause. Et c'est bien la raison pour laquelle la révision ne peut pas devenir un nouveau niveau de juridiction. Et ça va être une des difficultés de votre travail. Parce qu'une fois ce principe, effectivement, de stabilité acquis, le problème, c'est aussi de porter un regard sur la procédure actuelle. Alors, si j'en juge chaque année par le rapport de la Cour de cassation, il est évident que le système actuel n'est pas satisfaisant. Et c'est bien votre préoccupation de savoir quoi faire et jusqu'où faire. Il y a d'abord une chose dont il faut bien tenir compte et qui, en quelque sorte, je ne vais pas dire blanchit, mais exonère d'une part de responsabilité les juges, c'est que les découvertes scientifiques nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin ou d'avoir un nouveau regard sur les preuves qu'on ne pouvait l'avoir il y a encore une quinzaine d'années, même seulement si on regarde l'ADN. Pour ma part, lorsque j'étais, non pas garde des Sceaux ministre, mais ministre de l'Intérieur, j'ai essayé de beaucoup développer la police scientifique et technique, qui était jusqu'à ces dernières années essentiellement réservée pour les affaires criminelles, et en essayant de l'étendre aussi, de la généraliser aussi aux affaires délictuelles, ce qui est d'ailleurs une façon également de faire remonter les taux d'élucidation, mais aussi d'avoir de meilleures garanties et d'avoir des preuves qui sont plus fiables. Mais bien entendu, ce qui a été fait, notamment sur l'ADN aujourd'hui, connaîtra peut-être de nouveaux développements dans le futur. D'où ma réponse à votre question, faut-il garder des preuves? Oui, il faut garder des preuves. Alors, je ne vais pas vous dire que pour autant c'est facile. J'ai eu à gérer des problèmes de scellés, des fautes qui avaient été commises sur des scellés. Des scellés volés, disparus, mal rangé. Je me souviens d'un dossier qu'on a cherché pendant 2 ans et retrouvé sur le haut d'un placard. Il y a eu des problèmes de destruction intempestive. C'est vrai que les scellés, c'est quelque chose qui est difficile à classer, quelque chose qui coûte cher à conserver. Pour autant, il est évident que c'est la seule façon, effectivement, de pouvoir appliquer de nouvelles technologies sur des preuves passées. Donc moi, je suis très favorable à ce qu'il y ait une révision globale du système de classement et de conservation des scellés. Alors, bien entendu, on
on ne peut pas non plus tous les garder et indéfiniment. Je pense d'abord qu'il y a probablement un tri à faire parmi les scellés. Tous n'ont pas le même intérêt, tous n'ont pas la même importance, et je pense qu'il faut sans doute arriver à mieux cibler. C'est surtout une fois que certaines choses ont été examinées entre ce qui est réellement utile et ce qui ne l'est pas. Et puis, je pense qu'il faut également sans doute avoir une révision sur la façon dont on conserve les scellés. Il y a des choses qu'il faut garder en tant que telles. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être, en utilisant notamment les nouvelles technologies, être configurées d'une façon beaucoup plus restreinte, donc beaucoup moins volumétrique, si je peux dire. Je pense qu'il faut probablement aussi avoir des périodes de réexamen de l'utilité de conserver les scellés. Et que c'est une façon ainsi d'avoir une meilleure conservation de scellés réellement utiles. Probablement là-dessus, faut-il avoir des services des scellés qui soient plus professionnels et qui soient vraisemblablement plus nombreux. Ceci a un coût. Il faut le savoir. Mais je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion et de réorganisation à faire sur les scellés. Au-delà des scellés, il y a le problème des motivations. Vous le disiez tout à l'heure. Je pense qu'il est important, quand on doit réexaminer une décision, dans le cadre d'une révision, de savoir finalement qu'est-ce qui a été important dans la prise de décision. Et c'est la raison pour laquelle, donc je l'ai dit et je le redis, j'étais favorable, et je l'avais fait inscrire d'ailleurs dans les projets de texte que j'avais préparés, je suis favorable à la motivation des décisions. De la même façon que je suis favorable au maintien, enfin à la conservation de l'enregistrement des débats. Je ne suis pas tellement favorable à la prise de script. C'est très long, c'est très lourd. Vous avez de moins en moins de personnes qui soient capables de le faire. L'enregistrement, aujourd'hui, c'est 3 fois rien. Et vous pouvez techniquement, sous un petit volume, enregistrer beaucoup de choses. Alors, si on doit l'utiliser par la suite, bien entendu, c'est sans doute beaucoup plus long à consulter qu'un script. Mais en même temps, vous ne risquez pas de faire d'erreur. Et je vous dis, je pense qu'au total, puisqu'il faut aussi faire un élément d'économie, on gagne également en la matière. Ensuite, un troisième point que vous évoquiez, c'est sur la composition de la cour de révision, si je ne me trompe. Alors d'abord, ce que je veux dire, parce que c'est aussi une question qui, je crois, est soulevée de temps en temps, moi, je continue de penser qu'il faut garder la distinction entre commission et cour. Parce que le principe de la distinction entre l'instruction et le jugement, il s'applique aussi là. Et je pense que c'est plutôt une garantie. Mais par là même, vous le comprenez, ça m'amène tout à fait à dire que la composition de la Cour doit être différente. C'est la logique. Et donc, à partir de là, oui, effectivement, je suis favorable à ce que la Cour soit composée d'une façon plus ouverte qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pas seulement à partir de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne sais pas. Je tiens à vous remercier beaucoup, Madame la Ministre, pour ces réflexions qui démontrent d'abord votre connaissance parfaite du système. J'ai quelques questions à vous poser. C'est sur le problème des acquittements. Nous sommes fortement interpellés actuellement pour savoir si un acquittement peut être remis en cause. La tradition française, c'est que les acquittements ne sont pas remis en cause. Mais l'équilibre qu'on nous demande
entre, d'un côté, les parties civiles, de l'autre côté, les accusés, et entre, d'un côté, les accusés condamnés et ceux qui sont bénéficiaires d'une décision d'acquittement, par rapport aux faits nouveaux, est-ce que l'on doit considérer que l'acquittement, on ne le remet pas en cause, c'est acquis, c'est comme cela, ou bien alors est-ce que l'on doit se reprendre en s'appuyant sur la loi de 2002 qui finalement a corrigé cette appréciation-là, puisque je me souviens à vous m'être battu, moi, à l'époque, pour qu'on ne remette pas en cause un acquittement en disant c'est la souveraineté populaire du jury, c'est acté, on ne remet pas en cause. Puis on l'a fait quand même. Donc, je voudrais savoir actuellement, en 2013, quelle est votre évaluation de cette remise en cause des acquittements? C'est une question extrêmement difficile parce qu'on retrouve finalement une partie des composantes de la question que vous posiez entre la stabilité juridique d'une part et le sentiment de justice. Alors, il est évident que quand il s'agit d'innocents qui se retrouvent condamnés, bon, spontanément, on va vers l'idée de dire c'est indispensable et il est évident qu'on doit arriver à la révision, c'est une justice. Bon, le sujet est composé de la même façon en ce qui concerne l'acquittement. C'est vrai que souvent on a plus de réticence en disant que quelqu'un a été libéré. Bon, je pense qu'il faut d'abord serrer le problème. Parce que vous avez là une autre donnée qui intervient, c'est celle de la prescription. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord dire la prescription, de toute façon, ne peut pas être remise en cause parce que, entre-temps, il y aurait eu un jugement. Donc, mon sentiment, c'est qu'il faut d'abord se caler là et qu'effectivement, la prescription s'applique, qu'il y ait eu ou non de jugement, de décision judiciaire en cours. Donc, reste effectivement la période où vous avez un jugement d'acquittement et où la prescription depuis l'acte n'est pas encore intervenue. Moi, mon sentiment, mais alors qui n'est plus juridique là, en la matière, c'est que finalement, ça dépend un peu de la gravité et du risque. La gravité, c'est à l'égard de la victime, des parents de la victime, parce que c'est vraiment quelque chose de très fondamental, surtout si on doit appliquer la révision au délit. Bon, je pense qu'il faut le limiter dans tous les cas. Et puis, vis-à-vis aussi de la société, c'est-à-dire que le fait d'innocenter un coupable peut-il le conduire ou faciliter une récidive? Et vous savez que, notamment en matière de crimes de nature sexuelle, vous avez souvent une pathologie, parfois psychiatrique, qui est à l'origine et qui fait qu'il y a un risque de récidive. Et il est évident qu'une nouvelle condamnation, ça peut être aussi une façon de protéger la société. Alors, j'ai le sentiment de ne pas vous donner la règle. Enfin, je pense que quelque chose à écrire va être très, très difficile et très important. Je pense que c'est un petit peu, si vous voulez, le parallèle par rapport au doute. Je crois que c'est évoqué tout à l'heure. En quel cas est-ce que l'on va réviser? Est-ce que c'est s'il y a un doute léger, un doute sérieux ou autre? Ça va être un petit peu ça va être la même chose. Donc, moi, je crois, si on écarte le cas de la prescription, où là, je pense qu'il y a une certaine raison, et c'est effectivement la stabilité de la société qui l'emporte. Sur le reste, il faudra probablement garder le caractère exceptionnel, peut-être plus encore, mais ne pas l'écarter totalement. Alors, je retiens votre avis sur la composition de la Cour de révision. Élargir cette Cour à des représentants de l'ensemble des 6 chambres de la Cour de cassation.
C'est un avis qui est partagé assez unanimement, sauf, et ce n'est pas le moindre, le président Louvel, l'actuel président de la Cour de révision, qui ne voit pas très bien ce que pourrait apporter de plus le regard des autres magistrats de la Cour de cassation n'appartenant pas à la chambre criminelle. Et qui va jusqu'à lui suggérer, alors, tant qu'à faire, nous a-t-il dit, une réforme beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire redonner au juge du fait la question de savoir s'il faut réviser ou pas, au niveau des cours d'appel, par exemple. Pourquoi, dit-il, maintenir au niveau de la Cour de cassation, qui est le juge du droit et non pas du fait? Bon, c'est aussi une opinion qui est intéressante. Mais alors, je voulais avoir un petit peu votre sentiment là-dessus. Non, moi, je ne partage pas l'avis du président Nouvel. D'abord parce que je pense que à la Cour de cassation, ceux qui sont nommés sont d'éminents juristes et qui, au cours de leur carrière, ont eu justement une vision globale. Et que le fait de passer justement à travers différentes fonctions ou différentes activités vous permet d'avoir une vision plus complète. Donc effectivement, ils ne sont pas à ce moment-là spécialisés sur les affaires criminelles. Pour autant, ils ont un passé qui leur donne un regard intéressant sur une affaire. D'autant que dans certaines affaires criminelles, il peut y avoir aussi des éléments de référence ou des composantes qui relèvent d'autres domaines que celui-ci. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce que je crois aussi, c'est que ce que dit le président Nouvel, alors à ce moment-là, ne remet pas simplement en cause les principes de la révision, mais c'est toute l'organisation de la magistrature qu'il faut remettre en cause, et pratiquement toute notre organisation judiciaire, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, de le limiter à ce point-là. Donc moi, je veux bien, mais je pense que si on lui proposait une révision de la totalité de l'organisation judiciaire sur ce point, là, il ne serait pas non plus d'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je demeure. Je pense que c'est une ouverture qui, en même temps, apporte toutes les garanties, et notamment qui sont les garanties humaines, parce que, quand même, les magistrats de la Cour de cassation sont des gens qui ont fait la démonstration au cours de leur carrière, à la fois de leur professionnalisme, de leur sérieux et de leur ouverture. Je vous remercie de votre réponse très, très claire. Le cœur, en fait, le cœur de notre préoccupation, c'est le malaise ressenti dans l'opinion lorsqu'il y a des contradictions d'appréciation sur un cas particulier. On a le sentiment, depuis que nous procédons à nos travaux, que personne ne remet en cause la qualité exceptionnelle du travail de la commission d'instruction. Ça a été unanime. D'autres se sont interrogés sur des décisions qui ont pu surprendre, des décisions de la Cour de révision. Et au fond, quand on regarde certaines contradictions, on peut parfaitement comprendre l'interrogation de l'opinion publique, du peuple français sur ces contradictions. Une affaire, notamment récente, a laissé ce malaise, c'est l'affaire Le Prince. Le Prince est remis en liberté par la commission d'instruction et réincarcéré par la Cour de révision, qui n'a pas du tout eu la même appréciation. Alors, je crois, et ça c'est Bruno Cotte qui nous a parlé... Mais ensuite, il a été relibéré. Il a été relibéré ensuite. Un an après. Mais tout cela fait, en quelque sorte, désordre. C'est Bruno Cotte qui nous a parlé d'un véritable scandale à ses yeux aussi, ces décisions contradictoires. Est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent de ne laisser, par exemple, cette décision de remise en liberté qu'à la Cour de révision pour éviter ces contradictions? Je ne sais pas, je m'interroge pour éviter justement qu'il y ait ces appréciations tellement opposées qu'elles créent un doute considérable ensuite dans toutes les décisions qui pourraient être prises par la suite. On pourrait imaginer que la décision de remise en liberté pourrait être prise par exemple par la chambre criminelle uniquement, la Cour de cassation. Enfin, il y a plusieurs formules possibles. Le véritable problème, à vrai dire, me semble-t-il, c'est finalement que tout ceci se fait avec une communication de la presse
qui ne connaît pas forcément les problèmes juridiques, qui les voit parfois d'une façon un peu superficielle, et qui joue beaucoup plus sur l'émotion que sur le fond. Alors ça, c'est pas simplement d'ailleurs un problème pour la justice, c'est un problème pour les politiques, nous le savons bien, et quelle que soit d'ailleurs leur appartenance. Là, nous avons une décision. Est-ce que nous devons nous contenter de suivre l'émotion suscitée par la presse, ou est-ce que notre rôle, ça n'est pas au contraire, nous, d'affirmer les principes et de nous préoccuper de ce qui est essentiel pour le vivre ensemble? Moi, c'est mon point de vue, en tous les cas. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que nous ne devons pas avoir aussi pour objectif d'expliquer les choses. Alors, pour revenir au fond de la question, moi je dis, bon, d'abord, la distinction entre les deux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi ce qui relève de l'instruction et de la décision. Ce n'est pas le seul cas où vous avez une contradiction entre même la fin de l'instruction et puis une décision. Nous en voyons, je ne vais pas dire quotidiennement, mais enfin pratiquement en matière de justice. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que attention au délai, qui est un autre problème majeur de notre justice. On sait très bien, notre justice est beaucoup trop lente. Là aussi, c'était une des choses que j'ai essayé d'améliorer avec le nouveau code de procédure pénale. Nous avons des délais, et notamment des délais d'expertise, et en la matière, on en a aussi, qui sont incompatibles avec, finalement, aujourd'hui, y compris d'ailleurs le système médiatique, qui veut des décisions tout de suite, qui les juge dans l'immédiat et sans prendre en compte la durée. Alors, à la fois pour l'efficacité de la justice, je dirais pour le respect d'ailleurs des personnes, qu'il s'agisse des victimes ou qu'il s'agisse des coupables, il faudrait améliorer les choses. Mais aujourd'hui, tels que nous sommes, effectivement, vous risquez d'avoir, il y a aussi un certain nombre d'affaires récentes qui l'ont souligné, des gens qui vont devoir attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'avoir une décision définitive. Donc c'est un vrai problème. Et d'un autre côté, si vous dites, mais la Cour intervient en cours de route, pendant que la Commission est encore en train de statuer, ça veut dire que vous avez, de la part de la Cour, en quelque sorte, un préjugé, en deux mots. Parce qu'il y a quand même une indication sur ce qu'elle pense, dans un cas comme dans l'autre. Et donc une utilisation par les médias de ce résultat. Et n'oublions pas l'impact aussi sur les personnes, sur leur réputation. Donc, quelqu'un serait libéré par la Cour, immédiatement, il va être présenté comme étant un innocent par les médias. Inversement, il y aurait un refus, immédiatement, il serait présenté et de nouveau comme un coupable par les médias, avec les risques d'influence que ça peut avoir. Je pense qu'il faut faire très attention à ça. Alors, je ne dis pas que le système soit parfait aujourd'hui. Peut-être faudrait-il encore avoir quelqu'un à l'extérieur, un équivalent de juge des libertés. Enfin, honnêtement, moi, je ne ferai pas de recommandations sur ce point. Est-ce que j'ai bien entendu aussi, beaucoup apprécié votre souci de plus grande lisibilité de la loi. Ça, c'est un sujet permanent. Alors précisément, peut-être que là, la confusion naît du fait que ces institutions ne se distinguent pas clairement de par leur appellation. Qu'est-ce qui distingue commission de révision d'une cour de révision? Et nous avançons de plus en plus vers le changement d'appellation de la commission de révision en commission d'instruction des révisions. Vous comprenez bien de quoi il s'agit. Je pense que vous y êtes favorable. Oui, tout à fait. Peut-être même d'ailleurs de chambre. Enfin, il faut peut-être carrément essayer de distinguer et de bien montrer la rupture entre les deux. Ça me paraît indispensable. Et il faut utiliser un mot que n'importe qui comprenne. Encore une fois, ça n'est qu'une anecdote, mais pendant que nous travaillions dans le groupe, on était une vingtaine de révisions du Code de procédure pénale, on l'a fait mot par mot sur les 12 000 articles, et combien de fois est-ce que nous nous sommes arrêtés où je demandais, c'est juste pour vous faire sourire un petit peu, mais est-ce que le portier du Ritz, puisqu'il n'y avait pas encore de travaux à l'époque, à côté de la chancellerie, comprend la phrase que nous sommes en train d'écrire?
Et à ce moment-là, on la change. Alors évidemment, j'avais des magistrats de la chancellerie qui me disaient « Ah oui, mais le mot juridique existe depuis 3 siècles, et le changer, c'est épouvantable. » Non, le changer, c'est pas épouvantable. Si on veut être démocrate, il faut utiliser un mot que les gens comprennent. Et finalement, je me suis aperçue, parce que ça nous arrivait plusieurs fois chaque mardi soir dans notre réunion, je me suis aperçue qu'on arrivait à dire exactement la même chose avec des mots qui soient compréhensibles par tout le monde, et notamment par des non-juristes. En tant qu'ancien garde des Sceaux, que pensez-vous des personnes qualifiées pour saisir la cour de révision, la commission de révision? Les ayants droit. Je pense... le garde, c'est Madame Lebranchu qui a notamment permis que la cour de révision soit saisie à nouveau de l'affaire Seznec. Nous allons d'ailleurs procéder à son audition également. Est-ce que, la question des ayants droit, mais aussi le procureur général, est-ce qu'un procureur général, selon vous, aurait la possibilité de saisir... Je ne vais pas vous dire qu'il le fera. Mais après tout, il représente l'État. Et donc, à ce titre, il doit pouvoir le faire. Il y a effectivement les ayants droit, mais l'État, dans sa préoccupation justement d'image de la justice, de bonne application du droit, doit avoir la possibilité de le faire. Oui, Madame la Ministre. Le procureur général, près la Cour de cassation, nous a effectivement demandé que le rôle qui lui est dévolu devant la commission de réexamen lui soit également dévolu devant la commission de révision, puisqu'actuellement, il ne peut pas le faire et qu'il est bon qu'il y ait un certain équilibre. Je constate cependant que c'est extrêmement rare. Et si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas persuadé qu'il y ait eu un procureur général qui a saisi la commission de réexamen. Donc, on reste un peu dans le théorique. Sauf à ce qu'il y ait une nouvelle pratique qui puisse s'instaurer, après tout, pourquoi pas. Oui. Oui, non, je suis d'accord. Il y a une cohérence. Et je pense que la cohérence, c'est le rôle. Qu'est-ce que représente le procureur général? Le procureur général représente l'État, et là, l'État a pour mission de faire vivre les gens ensemble, donc de veiller à ce que les règles soient appliquées et bien appliquées. Nous sommes très intéressés par ce que vous dites, qui rejoint d'ailleurs nos préoccupations pour ouvrir au procureur général ce pouvoir-là. En ce qui concerne votre propre pratique, est-ce que vous avez eu à connaître l'affaire de révision? Est-ce que vous avez saisi la commission de révision ou la commission de réexamen? Révisions qui sont intervenues pendant que j'étais à la chancellerie, mais sans que je n'ai eu à faire quoi que ce soit, si vous voulez, elle se déroulait. Il y avait Marc Machin et Dany Le Prince. C'est les deux qui ont eu lieu. Je vous avoue très franchement que je n'en ai pas... Enfin, je les ai vus comme ça à travers la presse, je n'en ai pas été spécifiquement informée. L'importance de ce que vous avez dit, notamment au regard de l'institution, du procureur général, je pense que ça nourrira grandement notre propre réflexion. Merci infiniment. Si vous souhaitez nous adresser une note, vous voulez que je vous donne mes notes? Je vous les laisse très volontiers si elles peuvent t'aider à la sténo, mais c'est tout ce que j'ai.